bond de 50%, le lithium réécrit l'agenda mondial. Au même instant, le Burkina Faso, assis sur des réserves stratégiques, constate qu'il reste écarté de la valeur ajoutée, tandis que les puissances extérieures resserrent leur présence autour des zones minières et que chaque geste administratif devient une onde de choc politique et économique, dans un espace où le contrôle du récit compte autant que celui des minerais et où les marges internes se rétrécissent. Alors, que doit vraiment arbitrer Ibrahim Traoré dès maintenant? Derrière les chiffres, une souveraineté se teste. Ce récit promet une lecture précise, sans excès, d'un moment où plusieurs lignes de force convergent. L'enjeu est clair en 12 mots: comprendre comment un décalage structurel redéfinit pouvoir, valeur et légitimité. Il ne s'agit pas d'annoncer une rupture spectaculaire, mais d'examiner un mécanisme discret qui s'installe lorsque la demande mondiale s'accélère plus vite que la capacité d'un État à capter la valeur de ses propres ressources. Dans ce contexte, chaque décision technique devient politique, chaque réforme administrative porte des effets bien au-delà de son champ immédiat. Les récits extérieurs, souvent dominants, interprètent ces gestes comme des signaux d'instabilité. À l'intérieur, ils sont perçus comme des tentatives de recentrage, parfois imparfaites, mais nécessaires. Ce décalage de lecture constitue le cœur du problème. Ce qui est en jeu dépasse le lithium. Il touche à la souveraineté institutionnelle, à la crédibilité de l'État et à la capacité de maintenir une cohérence interne sous pression géopolitique. C'est cette tension, rarement formulée explicitement, que cette analyse s'engage à rendre lisible étape par étape. La hausse de 50% de la demande mondiale de lithium n'est pas un simple indicateur industriel. Elle agit comme un révélateur brutal d'un déséquilibre ancien. Au Burkina Faso, ce choc externe coïncide avec une décision administrative présentée comme technique mais dont les effets dépassent largement son périmètre initial, plaçant Ibrahim Traoré au centre d'une dynamique où chaque geste souverain prend d'une portée disproportionnée. Pour comprendre cette séquence, il faut réduire le décor sans l'appauvrir. Le pays dispose de réserves stratégiques devenues cruciales pour les chaînes industrielles mondiales, tout en restant marginal dans la capture de la valeur générée. Cette position intermédiaire a longtemps été tolérée, car elle s'inscrivait dans un équilibre régional fragile mais relativement stable. Or, l'accélération technologique mondiale rompt ce compromis implicite. Dans le même temps, les cadres institutionnels hérités de décennies de coopération extérieure montrent leurs limites. Des structures financées ou orientées depuis l'extérieur ont assuré une forme de continuité, mais au prix d'une dépendance décisionnelle croissante. Lorsque l'environnement international se tend, ces dispositifs deviennent des points de friction plutôt que des amortisseurs. C'est ici que la réforme locale prend sens. Elle ne surgit pas comme un acte isolé, mais comme une réponse à un décalage structurel désormais impossible à ignorer. Les acteurs internationaux y voient un signal de rupture. Les acteurs locaux y lisent une tentative de rééquilibrage. Ibrahim Traoré apparaît alors non comme l'initiateur d'une crise, mais comme l'interprète d'une contrainte nouvelle imposée par la conjonction des chiffres variés, des ressources et du contexte géopolitique. Pour saisir les effets concrets de la transition en cours, il faut quitter les capitales diplomatiques et regarder du côté des acteurs intermédiaires. Ce sont eux qui traduisent les décisions abstraites en pratiques quotidiennes. À Ouagadougou, de jeunes administrateurs longtemps cantonnés à des fonctions secondaires ont vu leur champ de responsabilité s'élargir lorsque certains processus civiques ont été réorientés vers des structures locales. Ce déplacement, rapide et parfois improvisé, a modifié la manière dont l'État se matérialise au quotidien. Ces agents ne sont ni idéologues ni stratèges. Ils travaillent avec des formulaires, des délais, des procédures. Pourtant, leur expérience révèle un changement tangible.
La chaîne décisionnelle s'est raccourcie. Là où des validations externes ralentissaient auparavant chaque étape, une marge d'initiative réapparaît. Cette évolution crée un double effet. D'un côté, un sentiment de cohérence nouvelle entre discours politique et action administrative. De l'autre, une pression accrue sur des équipes peu habituées à porter seules ce niveau de responsabilité. Plus au nord, dans des zones frontalières où les enjeux sécuritaires se superposent aux intérêts miniers, des équipes civiles chargées de la surveillance territoriale observent un phénomène similaire. Le cadre narratif national, plus affirmé, fournit un référentiel commun pour interpréter des signaux autrefois contradictoires. Les informations circulent différemment, les priorités se clarifient. Sans résoudre les tensions, ce réalignement réduit l'ambiguïté opérationnelle. Ces deux cas discrets mais révélateurs montrent que la réforme ne se limite pas à un geste symbolique. Elle reconfigure l'ancrage local du pouvoir. La souveraineté cesse d'être un principe lointain pour devenir une pratique administrative concrète. Ce que cela signifie est simple. Une décision technique peut redistribuer l'équilibre interne plus vite que prévu. Avant l'annonce, le climat semblait figé dans une routine tendue mais prévisible. Les structures institutionnelles fonctionnaient selon des équilibres connus, largement dépendants de soutiens extérieurs, tandis que la question des ressources critiques restait cantonnée à des cercles techniques. Le lithium intéressait les analystes industriels, rarement les décideurs politiques. Dans ce cadre, le Burkina Faso apparaissait comme un acteur périphérique, observé mais peu écouté, et la marge de manœuvre interne demeurait étroite. Puis vient l'acte. Un document signé, une structure suspendue. La dissolution d'un organe électoral financé de l'extérieur est présentée comme un simple réajustement de gouvernance. Sur le papier, le geste est sec, administratif, presque banal. Mais le contexte a changé. La demande mondiale de lithium explose. Les puissances industrielles réévaluent leurs priorités. Le Sahel devient un espace où chaque décision interne est scrutée à travers le prisme des ressources stratégiques. Immédiatement après l'annonce, les réactions s'enchaînent, les réseaux diplomatiques s'activent, les, les chancelleries demandent des clarifications. Les médias internationaux cadrent l'événement comme un signal de dérive potentielle. Les mots instabilité, rupture, risque dominent les premières heures du récit. À l'extérieur, la décision est interprétée comme un affaiblissement des garde-fous institutionnels. À l'intérieur du pays, la lecture diffère. Les acteurs locaux parlent de recentrage. Les institutions, longtemps habituées à composer avec des cadres imposés, perçoivent une réouverture de l'espace décisionnel. La population observe avec prudence, partagée entre inquiétude et attente. C'est dans cet écart de perception que le nom d'Ibrahim Traoré commence à cristalliser l'attention, non comme un symbole imposé, mais comme le point de convergence d'une trajectoire souveraine en construction. Dans les heures suivantes, la tension monte à l'échelle régionale. Au Mali voisin, notamment dans les zones riches en ressources critiques, les dispositifs sécuritaires se renforcent. Les patrouilles se déplacent. Les signaux militaires se multiplient. Chaque mouvement est interprété comme une répercussion indirecte de la décision initiale. La région de Bougouni devient un marqueur sensible où intérêts économiques et enjeux de sécurité se superposent. Après la phase de bruit médiatique vient un temps plus lent mais plus structurant. Les administrations locales réorganisent leurs circuits internes. Les responsabilités sont redéfinies. Les échanges entre services gagnent en densité. Le thème de la souveraineté, jusque-là abstrait, s'ancre dans des pratiques concrètes, qui valident, qui décident, qui rend compte.
Cette transformation ne supprime pas les pressions extérieures, mais elle modifie la manière d'y répondre. La séquence révèle ainsi un enchaînement clair. Un acte administratif déclenche une onde de choc, amplifiée par la conjoncture mondiale et les enjeux miniers. Avant, le pays subissait un cadre hérité. Après, il expérimente une reprise de contrôle partielle, fragile, mais réelle. Dans cette transition, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme l'auteur d'un basculement soudain, mais comme l'acteur qui assume publiquement un déplacement déjà rendu inévitable par les chiffres, le contexte et la pression géopolitique. Avant l'accélération récente, la demande mondiale de lithium progressait à un rythme soutenu mais gérable, intégré dans des projections industrielles de moyen terme. Puis, la bascule intervient, plus 50% en un laps de temps resserré. Cet écart n'est pas qu'un chiffre spectaculaire. Il indique une compression du calendrier décisionnel. En clair, des choix qui pouvaient être étalés sur des années doivent désormais être arbitrés en quelques mois, sous peine de perdre des positions stratégiques. Un premier élément chiffré sert de déclencheur. Cette hausse rapide signifie que chaque gisement existant gagne mécaniquement en importance, indépendamment de toute modification locale de production. Même sans extraire davantage, un pays détenteur de réserves voit son poids relatif augmenter dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'effet est automatique. Il précède toute réforme et s'impose aux décideurs, qu'ils l'aient anticipé ou non. C'est ce changement de contexte qui transforme des décisions administratives ordinaires en signaux géopolitiques. Un second élément met en lumière un déséquilibre plus ancien. L'Afrique ne représente qu'environ 5% de la production mondiale de lithium, malgré des réserves significatives. Ce pourcentage révèle un écart structurel entre possession des ressources et contrôle de leur transformation. Autrement dit, la valeur ajoutée se construit ailleurs, dans des circuits industriels et financiers extérieurs. Tant que la demande restait modérée, ce modèle était toléré. Avec l'accélération actuelle, il devient une source de vulnérabilité stratégique, car il expose les pays extracteurs à des pressions sans leur offrir de leviers équivalents. Un troisième élément donne l'échelle du phénomène: près de 200 milliards de dollars d'exportations annuelles de ressources africaines. Ce montant n'indique pas une prospérité partagée, mais une circulation massive de valeurs qui quitte le continent à l'état brut. Il suggère un modèle économique hérité, où l'extraction prime sur la transformation et où les marges décisionnelles locales restent limitées. Lorsque la demande mondiale s'intensifie, ce modèle amplifie les tensions au lieu de les absorber. Mis côte à côte, ces trois jalons composent une trajectoire claire. La hausse de la demande accélère le tempo. La faible part de production limite la capacité de réponse. Le volume des exportations brutes expose l'ampleur de la dépendance. Dans ce cadre, une réforme institutionnelle, même ciblée, ne peut plus être lue isolément. Elle s'inscrit dans une tentative de réduire un écart devenu visible, presque mesurable. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré se précise. Les discours officiels sont souvent interprétés comme des réactions abruptes. Les chiffres racontent autre chose, une contrainte objective qui resserre l'éventail des options. Face à un delta aussi marqué, l'inaction devient elle-même une décision, avec ses coûts politiques et économiques. La souveraineté, dans ce contexte, n'est pas un slogan, mais une variable d'ajustement face à des forces globales. La boucle de curiosité ouverte plus tôt se referme ainsi. Ce ne sont pas les réformes qui créent la tension, ce sont les chiffres qui la rendent inévitable. Les, les choix institutionnels ne font que révéler au grand jour un déséquilibre longtemps accepté. Deux lectures dominantes s'affrontent pour interpréter les transformations en cours au Burkina Faso. La première, largement relayée dans certaines capitales étrangères, affirme que les dispositifs internationaux constituent
un rempart indispensable contre l'instabilité chronique du Sahel. Selon cette thèse, la présence militaire extérieure, les cadres institutionnels financés depuis l'étranger et les partenariats sécuritaires sont les seuls mécanismes capables de contenir la violence armée et de garantir un minimum de continuité étatique. Toute remise en cause de ces structures serait donc perçue comme un facteur de fragilisation supplémentaire, surtout dans un contexte régional déjà tendu. La seconde lecture, très présente sur le continent africain, remet en question ce postulat. Elle souligne que la persistance, voire l'aggravation, des conflits malgré des années d'interventions extérieures affaiblit l'argument de la stabilisation automatique. Selon cette perspective, les cadres imposés de l'extérieur reproduisent des dépendances anciennes et limitent la capacité des États à adapter leurs réponses aux réalités locales. Les, les zones riches en ressources stratégiques, comme celles liées au lithium, attirent une attention internationale qui répond davantage à des intérêts industriels globaux qu'aux besoins de sécurité ou de développement des populations locales. Ces deux thèses possèdent chacune une part de cohérence. La première met en avant des moyens matériels et logistiques réels, la seconde insiste sur la légitimité et l'appropriation locale. La réponse la plus solide ne consiste pourtant pas à choisir l'une contre l'autre, mais à examiner les données. Les chiffres montrent que l'Afrique détient d'une part majeure des réserves de minéraux critiques, tout en ne captant qu'une fraction marginale de la valeur produite. Ils indiquent aussi que la présence militaire étrangère n'a pas coïncidé avec une diminution durable des violences dans plusieurs zones du Sahel. Dans ce cadre, le véritable enjeu apparaît plus clairement. Il ne réside ni dans l'acceptation aveugle des dispositifs extérieurs, ni dans leur rejet systématique, mais dans la capacité des États à redéfinir les termes de leur engagement. C'est ici que la position d'Ibrahim Traoré prend sens, non comme un choix idéologique tranché, mais comme une tentative de rééquilibrage face à des contraintes révélées par les données elles-mêmes. Ce basculement ne se produit pas par une déclaration spectaculaire, mais par l'accumulation de signaux faibles qui cessent soudain de s'aligner. Les cadres diplomatiques habituels perdent en cohérence. Les commentaires internationaux se contredisent. Les analyses, jusque-là dominantes, peinent à intégrer simultanément la pression des chiffres, l'accélération technologique et les réformes institutionnelles locales. Ce décalage crée un vide interprétatif là où un récit univoque s'imposait auparavant. Dans cet espace, une dynamique nouvelle apparaît. Au lieu de réagir uniquement aux lectures extérieures, les acteurs locaux commencent à réinvestir leur propre narration. Les décisions administratives, traitées comme de simples ajustements techniques, deviennent des pivots symboliques. Elles condensent des enjeux de souveraineté, de contrôle institutionnel et de légitimité politique sans jamais être formulées explicitement comme telles. Le changement est discret mais profond. C'est ici que la trajectoire d'Ibrahim Traoré prend une autre dimension. Il n'est plus seulement perçu à travers le prisme des réactions internationales, mais comme le point d'ancrage d'un récit interne en recomposition. La réforme cesse d'être l'objet d'un jugement externe immédiat pour devenir un marqueur de repositionnement. Le débat se déplace moins sur la conformité aux attentes extérieures, davantage sur la capacité à définir des priorités nationales dans un environnement contraint. La fracture narrative devient alors un révélateur. Elle montre que ce qui semblait immuable, cadre, interprétation, hiérarchie, peut être remis en cause dès lors que les structures locales reprennent l'initiative. Ce moment n'apporte pas de réponse définitive. Il ouvre une séquence où les effets concrets commencent à se faire sentir. Les répercussions du basculement décrit précédemment ne restent pas abstraites. Elles se matérialisent dans 4 sphères distinctes, où chaque groupe vit différemment la transformation en cours. C'est ici
que la fracture narrative évoquée plus tôt se traduit en effets concrets, perceptibles au quotidien. Pour les institutions nationales, la recentralisation des décisions crée un mouvement inédit. Des administrations autrefois cantonnées à un rôle d'exécution retrouvent une marge d'initiative. Les chaînes de validation se raccourcissent, les responsabilités se clarifient et la cohérence interne gagne en visibilité. Ce regain de contrôle s'accompagne toutefois d'une pression accrue. Assumer seul des décisions auparavant partagées expose davantage aux critiques et aux risques diplomatiques. Dans ce cadre, le nom d'Ibrahim Traoré circule comme référence politique associée à une affirmation institutionnelle qui redéfinit les équilibres internes. Pour les acteurs économiques, notamment ceux liés aux ressources minières, l'effet est ambivalent. D'un côté, l'incertitude augmente. Les cadres d'investissement sont réévalués, les partenaires extérieurs adoptent une posture d'attente et certaines décisions sont différées. De l'autre, la perspective d'une meilleure captation de la valeur locale suscite de nouvelles discussions. La question n'est plus seulement d'extraire, mais de négocier les conditions de transformation et de contrôle. Cette reconfiguration lente modifie la perception du risque et de l'opportunité. Pour les populations locales, les changements sont plus diffus mais réels. Le discours sur la souveraineté cesse d'être abstrait lorsqu'il se traduit par des ajustements administratifs visibles. Les citoyens observent une parole publique davantage alignée avec des pratiques concrètes. Ce réalignement nourrit un mélange d'attente et de prudence. L'espoir d'un État plus cohérent coexiste avec la crainte de réactions extérieures susceptibles de fragiliser l'économie ou la sécurité. Enfin, pour l'environnement régional, les effets dépassent largement les frontières du Burkina Faso. Les États voisins interprètent le repositionnement comme un signal. Dans des zones sensibles, notamment proches des régions maliennes riches en ressources critiques, les tensions se recomposent. Certains gouvernements envisagent des ajustements similaires. D'autres adoptent une posture prudente, conscients que chaque mouvement local peut déclencher une réaction en chaîne. À l'intersection de ces quatre sphères, une conclusion s'impose. La transition engagée n'est ni purement institutionnelle ni uniquement géopolitique. Elle redessine simultanément les attentes, les comportements et les rapports de force. Et c'est dans cette imbrication que la dynamique portée par Ibrahim Traoré prend toute sa portée, bien au-delà du geste initial. À moyen terme, la trajectoire ouverte par les réformes récentes peut évoluer selon trois configurations distinctes, chacune façonnée par l'interaction entre souveraineté institutionnelle, ressources critiques et réactions extérieures. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture pour comprendre les marges de manœuvre réelles. Dans une trajectoire la plus probable, les autorités poursuivent le recentrage institutionnel sans rupture frontale avec leurs partenaires. Les canaux diplomatiques restent ouverts, même s'ils sont plus prudents. Les acteurs internationaux adoptent une posture d'observation, préférant mesurer les effets concrets avant de réagir. Les zones sensibles du Sahel, notamment les régions frontalières, demeurent sous surveillance renforcée mais sans escalade majeure. La croissance économique reste modeste, toutefois la cohérence administrative s'améliore progressivement. L'État gagne en lisibilité interne, sans encore transformer en profondeur les équilibres économiques. Une trajectoire plus favorable suppose une diffusion régionale du repositionnement burkinabé. D'autres États du Sahel engagent des réformes comparables, renforçant leurs institutions et renégociant certains cadres économiques. Cette dynamique collective réduit l'isolement diplomatique et crée un effet de masse critique. Les partenariats internationaux s'ajustent, les entreprises revoient leurs conditions d'engagement et les accords deviennent plus équilibrés. Les tensions sécuritaires diminuent
grâce à une coordination accrue entre voisins. Dans ce cas, la pression liée aux ressources critiques devient un levier de stabilisation plutôt qu'un facteur de crise. Une trajectoire plus difficile repose sur une accentuation des pressions extérieures. Certaines puissances choisissent de défendre leurs intérêts stratégiques par des moyens diplomatiques, économiques ou sécuritaires plus assertifs. Les, ouais, les tensions autour des zones minières augmentent, générant des frictions civiles et militaires. Les investissements se contractent, fragilisant un tissu économique déjà vulnérable. La région se transforme alors en espace de confrontation indirecte où les agendas internationaux dominent les dynamiques locales, réduisant brutalement les marges d'action nationale. Face à ces trajectoires contrastées, une recommandation s'impose: penser la souveraineté comme un processus et non comme un état figé. Cette approche permet d'envisager des ajustements successifs, capables d'absorber les pressions globales tout en consolidant les acquis internes. C'est dans cette capacité d'adaptation que se jouera l'équilibre des prochains mois. Pour ceux qui vivent au Burkina Faso, la transition en cours redéfinit la relation entre institutions et population. Le recentrage des décisions donne le sentiment qu'un espace existe encore pour bâtir des réponses adaptées aux réalités locales. Les débats publics gagnent en intensité et la souveraineté cesse d'être un concept abstrait pour devenir une expérience concrète, liée à la gestion des ressources, à la sécurité quotidienne et à la responsabilité administrative. Cette proximité nouvelle entre discours et pratique nourrit une attente forte: voir l'État transformer des orientations politiques en effets tangibles pour les communautés, sans promettre des résultats immédiats. Pour la diaspora, l'expérience est différente. Exposée en priorité aux récits médiatiques internationaux, souvent critiques ou simplificateurs, elle observe la transition avec une attention particulière. Certains y voient une correction nécessaire après des décennies de dépendance institutionnelle. D'autres redoutent qu'une montée des tensions diplomatiques n'entraîne un isolement accru, susceptible de limiter les opportunités éducatives, professionnelles ou économiques à l'étranger. Cette communauté se retrouve alors dans un rôle intermédiaire: expliquer, nuancer, traduire des dynamiques complexes auprès d'interlocuteurs peu familiers du contexte sahélien. Ce travail informel de médiation influence discrètement la perception du pays à l'extérieur. Pour l'observateur étranger, enfin, les évolutions actuelles obligent à revisiter des notions souvent tenues pour acquises. Sécurité, partenariat, stabilité et souveraineté ne peuvent plus être analysées uniquement à travers des cadres hérités. Le Sahel apparaît moins comme une périphérie passive que comme un espace où se concentrent des tensions globales liées aux ressources critiques et aux modèles de développement. Comprendre cette dynamique suppose d'accepter que les transitions africaines ne se lisent plus uniquement depuis l'extérieur, mais à partir des contraintes internes et des choix qu'elles imposent. Ces trois regards ne se contredisent pas nécessairement. Ils dessinent un même paysage vu sous des angles différents, révélant l'ampleur du moment de bascule. La transition engagée ne peut se stabiliser sans une structuration claire des priorités. 5 leviers apparaissent comme déterminants pour transformer une affirmation souveraine en trajectoire durable, tout en limitant les risques de déstabilisation régionale. Pour commencer, il faut ancrer solidement la gouvernance locale. Le recentrage des décisions doit s'appuyer sur des relais administratifs solides, capables de relier les orientations nationales à leur mise en œuvre territoriale. Clarifier les responsabilités et les circuits de validation réduit les frictions internes et renforce la crédibilité de l'État. Ensuite, il faut sécuriser les zones sensibles. Les régions frontalières où se superposent enjeux militaires et ressources stratégiques exigent une coordination interne renforcée.
Une sécurité mieux structurée diminue l'espace laissé aux ingérences extérieures et stabilise l'environnement décisionnel. Puis, il faut rééquilibrer les partenariats économiques. Renégocier les cadres d'échange vise moins l'isolement que la création de conditions favorables à la valeur ajoutée locale. Les ressources critiques doivent devenir des leviers de développement interne et non de dépendance prolongée. Après cela, il devient essentiel de clarifier le récit national. Une communication cohérente permet de désamorcer les interprétations externes qui assimilent toute réforme à une dérive. Le récit devient un outil stratégique pour maintenir l'adhésion interne et réduire les malentendus internationaux. Enfin, il faut consolider les alliances régionales. La coopération avec les États voisins renforce la stabilité du Sahel et amortit les pressions globales. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme un coordinateur reliant institutions, territoires et dynamiques sociales. La boucle ouverte plus tôt se referme ici. La souveraineté ne repose pas sur un acte unique, mais sur une séquence de ajustements capables de durer. Le fil discret évoqué au début réapparaît ici presque intact. Les jeunes administrateurs de Ouagadougou, les équipes civiles des zones frontalières, ces acteurs longtemps relégués à l'arrière-plan, incarnent désormais la dimension humaine d'une transition souvent décrite en termes abstraits. Leurs gestes quotidiens, organiser un registre, sécuriser un territoire, expliquer une réforme, ajuster une procédure, donnent une matérialité concrète à des décisions que d'autres analysent à l'échelle des États ou des blocs géopolitiques. Ce sont ces initiatives discrètes qui stabilisent la transformation en profondeur. Elles ne font pas disparaître les pressions extérieures, mais elles réduisent l'écart entre parole publique et réalité vécue. La souveraineté cesse alors d'être un slogan pour devenir une pratique partagée, parfois imparfaite, mais visible. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme un décideur central, mais comme le point de convergence d'une volonté collective qui s'exprime à travers des milliers d'actions ordinaires. Le changement ne se mesure pas uniquement dans les discours officiels ou les réactions diplomatiques. Il se lie dans la manière dont des individus se réapproprient leur rôle au sein de l'État, avec une responsabilité nouvelle. Cette cohérence émergente donne au pays une lisibilité différente, moins dépendante des récits extérieurs. La phrase qui s'impose est simple, presque minimale. La souveraineté vit dans les gestes quotidiens. C'est dans cet ancrage humain que la transition trouve sa force la plus durable. Au terme de ce parcours, une évidence se dégage sans s'imposer comme une conclusion fermée. Les dynamiques décrites ici ne concernent pas uniquement le Burkina Faso ni la figure d'Ibrahim Traoré. Elles renvoient à une question plus large, qui traverse de nombreux pays confrontés à la montée en puissance des ressources critiques et à la reconfiguration des rapports de force mondiaux. Comment reprendre la main sans se couper du monde? Comment affirmer une souveraineté sans transformer chaque choix en ligne de fracture irréversible? Ce moment de bascule invite à dépasser les lectures rapides. Il rappelle que les équilibres contemporains se construisent autant dans des décisions administratives apparemment modestes que dans les grandes stratégies diplomatiques. Il suggère aussi que les récits dominants, longtemps suffisants pour expliquer le Sahel, montrent aujourd'hui leurs limites face à des réalités plus complexes et plus mouvantes. Partager ces analyses, les discuter, les confronter à d'autres points de vue permet d'élargir le cadre. La compréhension collective progresse rarement par certitude, mais par échange. Votre lecture, votre désaccord ou vos nuances participent de ce dialogue nécessaire. Alors, face à cette transformation en cours, quelle interprétation vous semble la plus juste? Celle d'un risque accru ou celle d'une tentative inévitable de rééquilibrage?